C'est parti. Bienvenue donc à l'atelier HPI-TSA, mieux comprendre pour améliorer la qualité de vie, et j'allais dire de tout le monde, parce que pour ceux qui ont déjà des enfants qui sont diagnostiqués, oui, ça nous impacte nous, mais ça impacte aussi beaucoup notre environnement, et voilà. Le HPI-TSA, j'allais dire que c'est pratiquement un nouveau concept, dans le sens où l'autisme, on en parle souvent sur Asperger, et finalement, Asperger, on va reconnaître, on va voir la personne plus facilement que si elle est HPI-TSA. Alors, je m'explique, dans le sens où une personne qui est HPI va compenser, on va en parler. Oui, bonjour. Il faut rentrer ou sortir, voilà. Merci. Ça va être compliqué s'ils m'arrêtent tous. Donc j'étais en train de dire, voilà, qu'en fonction de comment ça va s'exprimer, on va le voir. Donc effectivement, une personne Asperger qui va avoir des stéréotypes, qui va se balancer, qui ne va pas regarder dans les yeux, voilà, un professionnel va vite repérer le truc. Mais les personnes HPI, eh bien, on va voir qu'elles ont une capacité, j'allais dire, naturelle et intuitive à compenser. Elles ne le savent même pas les 3/4 du temps. Enfin, d'ailleurs, elles ne le savent pas tant qu'on ne leur dit pas ou qu'on ne leur montre pas. Et du coup, ça va faire que ce handicap, qui est un vrai handicap, et on va le décrire en quoi c'est un handicap, il devient invisible. Invisible pour la personne elle-même et invisible pour les parents, voilà. Donc nombre de gamins ou d'adultes, on parlait plutôt des enfants peut-être, mais on dira oh il est chiant, voilà, parce qu'on est persuadé qu'il comprend tout, que finalement il n'a pas de problème, hein. On voit bien, il va super vite, il est pertinent, il nous fait rire, il a le sens de l'humour. Comment on peut comprendre que derrière il y a du TSA qui se cache? Voilà. Donc aujourd'hui, si je fais cet atelier, c'est vraiment, j'allais dire, de manière militante, parce que je vois trop de personnes en errance de diagnostic, parce que en gros, quand on est HPI-TSA, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va commencer à dysfonctionner dans nos relations avec les autres, ça pose problème à l'école, ça pose problème avec les copains, ça pose problème dans la famille, il va y avoir de la violence, la manière dont ça va être exprimé, de la dépression, ça peut aller à des choses très importantes comme la mutilation, le suicide, et on va... Ah non, vous commencez pas à m'arrêter, vous notez la question. Non, c'est pas ça, vous avez posé une question, mais du coup avec la caméra, vous n'allez pas répondre à la question, désolé de vous interrompre. C'est savoir si on va prendre des notes ou vous allez nous donner des... Vous faites comme vous voulez, sinon elle est enregistrée. Donc vous recevrez le lien si vous laissez votre mail. Voilà. Pas de souci. Du coup, par contre, pour moi, c'est compliqué de revenir là où j'en étais exactement. L'errance de diagnostic, voilà. Le fait qu'on ne nous voit pas. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que à un moment, et c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'informations, on va parler de précocité, de la personne est surdouée, et donc on va lui faire passer des tests de QI. Voilà. Et si c'est un beau HPI, j'allais dire, il va les réussir, ces tests. C'est-à-dire que peut-être une mémoire de travail un peu plus basse, mais on va réussir à sortir un chiffre. Donc du coup, on va dire à la personne, on sait pourquoi vous dysfonctionnez, vous êtes trop intelligent. Et c'est malheureusement cette représentation qui est devenue collective, malheureusement, qui fait aujourd'hui référence, hein. Vous pouvez lire des bouquins, pour ne pas en citer, trop intelligent pour être heureux, et donc où on vous explique que finalement, si vous ne comprenez pas, eh ben, c'est parce que vous allez trop vite et que les autres sont trop cons pour vous comprendre. Voilà. Parce qu'on va comprendre que quand on est haut potentiel et autiste, on ne va pas traiter l'information de la même manière, on ne va pas la comprendre de la même manière, et surtout il faut savoir que quand on est une personne autiste, notre manière de nous construire, elle repose sur je vois, j'apprends.
Je n'ai pas les codes innés. Voilà. Donc, je vais apprendre en fonction et je vais... ma manière de penser, donc ma manière, le cryptage et l'encodage verbal et tout ce qui fait qu'on arrive à créer la pensée et la pensée va créer après la situation, voilà, eh bien elle est impactée par ce TSA sans qu'on le sache. Du coup, comme nous, on est sur des grilles de valeurs, on va construire des grilles de valeurs. Alors, je vous explique qu'est-ce que c'est qu'une grille de valeurs. Je vais vous donner un exemple très concret. J'ai 10 ans, j'arrive dans une école bilingue, et donc tous les enfants savent parler anglais. Et moi, je ne sais pas parler anglais. Donc, je vais voir ma prof d'anglais, et je lui dis, donnez-moi l'alphabet anglais, il faut que j'apprenne l'anglais. Donc, la prof, il n'y a pas d'alphabet anglais. Ah, si, il y a un alphabet anglais pour apprendre le français, sauf que je ne lui ai pas dit ça. Dans ma tête, mon raisonnement. Pour apprendre le français, j'ai bien appris l'alphabet. Ensuite, j'ai appris à faire des mots. Ensuite, après les mots, j'ai fait des phrases. Vous voyez mon raisonnement cognitif? Voilà, ma logique, c'est très logique. Donc, donnez-moi l'alphabet anglais. J'ai bien compris que ce n'étaient pas les mêmes lettres au même endroit. Voilà. Et je vais pouvoir, alors vous imaginez comme c'est complexe, c'est tordu comme truc, hein, je vais pouvoir apprendre l'anglais comme les autres et rattraper. La professeure ne comprend pas ce que je lui dis, mais pire, elle est contre moi, elle ne veut pas m'aider. Donc vous voyez mon démarrage avec l'anglais, comment ça s'est passé. Et vous voyez bien, là, comment nous, on va établir des logiques, des grilles de valeurs qui peuvent être... Alors des fois, elles sont hyper pertinentes. On a pris les bons facteurs, et là, on va plus vite que les autres. Et c'est ce que les autres voient, c'est quand on est pertinent. Ils ne voient pas quand on ne l'est pas, parce qu'ils ne nous voient pas dans notre handicap. Et pourquoi? Parce que nous avons un super verbal. Et oui. Puis alors, plus on vieillit, moins on voit, parce que les mots, c'est un jeu pour nous. On les retourne, voilà. Mais on n'a aucune conscience. Alors, j'aime pas le mot conscience, je préfère lucidité. On n'a aucune lucidité qu'en fait, nous sommes coincés dans nos représentations, dans nos grilles de valeurs, dans nos logiques. Voilà. Et puis alors, on a de l'argumentaire. Hein. Vous pouvez venir essayer de nous... Vous n'y arriverez pas. Voilà. Tant que nous n'aurons pas vu notre handicap, nous-mêmes, et tant qu'on ne l'aura pas compris. Et c'est très compliqué de comprendre ce manque de lucidité sur nous-mêmes, puisque on est hyper lucide. Moi, j'ai un bac plus 4, j'ai un bac plus 5, j'ai été conseillère en insertion sociale et professionnelle pendant des années, j'ai accompagné les autres dans la réalisation de leurs projets. Comment me voir dans mes propres dysfonctionnements? Comment voir mes enfants dans leurs propres dysfonctionnements? Je ne savais pas ce que c'était que l'autisme, donc, est-ce que vous entendez? Je ne savais pas ce que c'était que l'autisme, donc je ne pouvais pas l'envisager. Quand nous sommes autistes, nous ne pouvons envisager que ce que nous connaissons. Donc, pour repérer une personne autiste, déjà, il y a quelque chose qui revient tout le temps. Ce que vous appelez l'égocentrisme, hein, qu'est-ce que tu peux être égoïste, tu penses qu'à toi, on entend ça tout le temps, hein, les HPI, oh, hein, tu parles que de toi. Mes enfants me disaient, maman, tu ne parles que de toi. Vous rigolez ou quoi? Je passe ma vie à vous écouter là. Donc, ne me dites pas ça. Ce que je n'avais pas conscience, et donc on retrouve vraiment, alors je vous parle de moi, parce que je suis une autiste Asperger, on est bien d'accord, je me prends en exemple, mais surtout parce que ce mécanisme que je vous explique là, on le retrouve chez toutes les personnes qu'on accompagne. Chez un autiste Asperger sans HPI, on va le voir qu'il est coincé dans son centre d'intérêt, on va le voir qu'il est coincé dans ses rigidités. Le HPI, vous ne le verrez pas, il est multipotentiel, il est partout à la fois. Il s'intéresse à 40 000 choses. Donc, vous ne verrez pas son intérêt restreint. Ce qu'il faut comprendre, je sais que je suis partie un peu, mais je reviendrai sur ce que je voulais vous dire. J'arrive à... Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en termes d'intérêt restreint, en fait, si vous creusez quels sont les intérêts restreints des personnes HPI-TSA, vous allez arriver à leur vrai intérêt restreint. Comprendre le monde. Voilà. Quel que soit le biais, par la sociologie, par la biologie, voilà. Mais si vous remontez, l'objet, c'est comprendre. Voilà.
Donc, ils passent leur temps à analyser, voilà. Donc, vous voyez que ce système alors, je vous disais comment repérer donc un HPI-TSA. Eh bien, il va, à chaque fois que vous allez lui parler, il va repartir de lui, de ce qu'il connaît, de sa propre expérience. Ça, c'est vraiment un point très fort. Et quand on ne sait pas, on ne se rend pas compte. Parce qu'il a une manière de faire, moi j'ai appelé ça mes carpe salto ouvrier, parce qu'il a une manière de faire qui enrobe. Donc vous-même, la personne qui est en face, ne voit pas que l'autre ne comprend pas ou qu'il est enfermé dans sa propre logique. Voilà. Mais si vous commencez à écouter une personne autiste, HPI et TSA, donc les deux à la fois, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois qu'elle vous parle, elle va repartir d'elle en termes d'expérience. Ne confondez pas, elle repart d'elle en termes d'expérience. Parce qu'on va voir qu'il y a une autre difficulté, c'est le mode caméléon. Donc, quand vous lui posez, par exemple, si vous lui posez une question, elle ne va pas voir si elle a bien compris la question, pourquoi vous lui posez ces questions. Donc, elle va se faire le lien dans sa tête en disant « j'ai compris ça, qu'est-ce qui ressemble à ça ?» Et hop, elle va vous sortir la réponse qu'elle pense la plus adaptée ou l'argument qu'elle pense la plus adaptée pour faire ce lien. Elle n'a aucune conscience à ce moment-là qu'elle n'a pas compris globalement l'information, qu'elle s'est restée sur un détail, un mot qui va l'avoir percuté, parce qu'on va voir que l'encodage chez nous, il est énorme, le verbal, il est énorme. Voilà. Donc, vous voyez, vous pouvez déjà, sur ça, vous dire, quand vous avez quelqu'un en face de vous, qui a l'air très pertinent et tout, mais qui ne parle que de lui, alors, c'est pas qu'il parle que de lui, mais qui vous parle toujours à travers sa propre expérience et qui va devoir illustrer le propos par quelque chose qui ressemble, vous lui parlez du cancer de je sais pas quoi, de quelqu'un, par exemple, et vous dites, ouais, cette personne a une difficulté, oui, mon cancer, boum. Ah oui, alors mon grand-père, voilà, ou ah, j'ai fait des études là-dessus, ou est-ce que vous voyez que ça va toujours revenir à lui? La personne va toujours revenir à elle. Et encore une fois, pourquoi elle fait ça? Parce que c'est dans sa base de données qu'elle va aller chercher l'information et que sa base de données se nourrit exclusivement de ses connaissances, de ce qu'elle apprend, pas de ce qu'elle ressent. Donc le problème, c'est que quand on apprend de travers, ben on va ressortir l'information de travers. Voilà. Et on va voir comment, justement, on va encoder l'information de travers quand on ne sait pas, puisque notre sensorialité, on va le voir, eh bien, elle va nous mettre dans une insécurité constante dont nous n'avons pas conscience. Sauf que du coup, quand l'information arrive, elle nous percute, hein, je suis choquée par l'information, et je ne la ressens pas, j'ai une vitesse de connexion, on va en parler, hein, de la structure neurophysiologique. Ça monte direct dans mon cerveau, là j'intellectualise, je vais dans ma base de données, et je ressors. Sauf que je n'ai pas analysé correctement le cadre de référence. Est-ce que je suis claire dans ce que je vous dis là? C'est bien parce que j'ai commencé par l'envers de ce que je voulais vous dire. Alors, donc c'est vrai que je ne me suis pas présentée. Je vais quand même me présenter 5 minutes, oui, un peu à l'envers. Donc, j'ai 54 ans. J'habite près d'Avignon. Je suis depuis l'âge de 25 ans conseillère en insertion sociale et professionnelle et formatrice en compétences sociales et relationnelles, sans savoir que j'étais autiste. Voilà. Et puis j'ai un parcours, j'allais dire, presque ordinaire. J'ai 17 fractures, problème de motricité fine à peine, hein. Je me casse tout le temps la figure et je me casse. Pourquoi? Parce que je suis intense. 21 interventions chirurgicales, mais parce que ça ne se passe jamais comme ils ont prévu quand chaque fois qu'ils m'opèrent. Il y a toujours des complications. 23 déménagements. Je ne sais plus combien de postes j'ai eu parce que en fait, je préfère signer des CDD, comme ça j'y suis pendant 1 an. Hein. Alors pendant très longtemps, j'ai cru
que c'est parce que je m'emmerdais au bout d'un an, hein, j'avais fait le tour, voilà. Mais en fait, maintenant avec le recul, c'est surtout que je ne savais pas créer le lien et que les gens qui me trouvaient géniale au début, parce que ma capacité d'adaptation, voilà, ne me supportaient plus au bout de 2-3 mois de travail avec moi, parce que je ne me rendais pas compte que j'étais autoritaire, que j'étais sans filtre. Oui, bonjour. Ah oui, bonjour, on ne va pas se dire bonjour tout le matin. Si, ah bon, d'accord, ok. Ok, on est là pour bosser, quoi. Il faut être efficace, hein. On va le voir, ça aussi, ce côté fonctionnel que nous avons. Donc régulièrement, donc en ascenseur émotionnel, ah c'est génial, oh c'est fini. Et donc régulièrement, je me retrouvais en arrêt maladie, alors pas trop longtemps, mais suffisamment pour me poser. Et j'allais voir des psychologues et je leur disais, et je me souviens, j'avais toujours cette même phrase. Je ne comprends pas, je sens une force immense en moi. Écoutez bien ça, je sens une force immense en moi et tout ce que je fais se finit en eau de boudin. Je n'arrive pas à concrétiser correctement. Ce qui est faux, parce que j'ai fait des choses magnifiques dans ma vie. J'ai gagné 9 procès contre la grande distribution pour les empêcher de grossir. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui fait ça. J'ai été vice-présidente de la Chambre de commerce. J'ai fait même une campagne législative où je suis arrivée en tête au premier tour. Donc, vous voyez, j'ai fait des trucs quand même pas très ordinaires. Mais ça, je ne le voyais pas puisque je n'arrive pas à aller jusqu'au bout. J'ai pas été élue. Ah oui, ben... Voilà, l'association des commerçants, elle a fini par couler par manque de financement. Enfin, vous voyez, toujours un truc qui n'allait pas. Et ce qu'on me disait depuis l'âge de 30 ans, alors, quand j'étais petite, on me disait elle est hypersensible, on disait à mes parents. Donc, je faisais des crises de tétanie. Quand je ne pouvais plus, je tombais, raideur autistique en fait, mais ce n'était pas encore vu. On me disait crise de tétanie, on me mettait sous Valium, crise de spasmophilie. En fait, c'était bien des crises autistiques. Ça ne pouvait plus, je ne supportais plus l'environnement, ce qui se passait. Vous voyez, je vous ai dit, je suis intense. Je pense que l'autisme HPI-TSA, c'est important de comprendre ce mot. À l'intérieur de nous, c'est Hiroshima. C'est la bombe en permanence. Et quand je dis je sens cette force, c'est cette force de vibration. C'est dont je n'avais pas conscience. Je n'avais pas conscience qu'en fait, tout part du corps. Parce que ce corps, moi, je le regarde, je passe mon temps à le regarder. Voilà. C'est-à-dire qu'on va aussi apprendre, et pour ceux qui sont spécialistes de l'autisme, vous le savez, que les personnes autistes ont un problème de dépersonnalisation. Hein. Nous regardons tout le temps de l'extérieur, comme un sujet. Nous n'incarnons pas, nous nous incarnons pas. Pourquoi ? Parce qu'une personne autiste non HPI, elle n'a pas la capacité de compensation. Donc s'il y a trop de bruit, s'il y a trop de lumière, vous allez le voir tout de suite. Hein, elle va se mettre à crier peut-être, à se boucher les oreilles, voilà. Chez nous, non, on va régler le problème, on ne voit pas. C'est-à-dire que, et on va parler de la structure neurophysiologique, elle nous permet de compenser. Alors on est crevé, on est de mauvaise humeur, on va s'engueuler avec tout le monde, mais on n'a pas compris que c'est notre corps qui nous amène à ça. C'est parce que dans la journée, tout à l'heure, quand je suis arrivée ici, la lumière qui me prenait la tête, là, si je ne ferme pas le rideau, pendant tout le temps, elle va me prendre la tête. Mais c'est pas grave, sauf que je pense que c'est pas grave. Mais ça continue d'alimenter mon handicap, ma manière de traiter l'information. Voilà. Alors, voilà, je me suis présentée, on fait plein de digressions. Donc j'ai 3 enfants, c'est très important, les comorbidités, on va les traiter là tout de suite. Donc bon, vous avez compris que moi je suis toute cassée, machin, voilà, je suis diabétique. Mes enfants, j'en ai une qui a une myélodysplasie, syndrome Q5, ça veut dire un dysfonctionnement de la moelle osseuse, une maladie génétique qui aurait dû se déclarer à 50 ans, c'est une maladie de dégénérescence qui s'est déclarée à 23 ans. Elle s'est auto-attaquée, elle ne savait pas, et elle est dans le refus de son autisme. J'en ai une seconde hyper sensible, qui elle, donc 32, 31 la seconde, qui elle, régulièrement me fait des burn-out, change de travail, elle passe de mannequin pour Jacques Mus et fait la une de Vogue, puis le lendemain elle me dit qu'elle veut faire un CAP de chauffagerie pour revenir sur le terrain, vous voyez les écarts. Et j'ai un garçon qui a 16 ans,
et qui a été diagnostiqué HPI et qui a été donc pendant 10 ans en errance de diagnostic, qui se mutilait, qui était violent, qui cassait tout. Un parcours, vous voyez un petit peu. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que le HPI-TSA, c'est avant tout une réalité neurophysiologique. Vous voyez, on parle du HPI. Quand on parle du HPI, on dit tout de suite QI. Hein? Non, rien à voir. Le QI, c'est la manière d'évaluer aujourd'hui cliniquement et de se dire à ce gamin, oui, il a des facilités cognitives. Et puis, il a des difficultés là. Oui, il est bon en verbal, il est bon en vitesse de traitement, mais il n'est pas en mémoire de travail. Mais c'est pas ça. Le haut potentiel intellectuel, aujourd'hui on le sait, faut que je fasse gaffe à ce que je dis, parce qu'il y a eu des études. Donc l'équipe du professeur Révol à Lyon, notamment, ont fait passer des IRM sur des enfants dits précoces, surdoués, on peut les appeler comme on veut, zèbres, voilà. Et ils se sont rendus compte que donc, le HPI, c'est plus de neurones, plus de densité neuronale, une meilleure connexion au niveau de la myéline, c'est-à-dire que vous avez le neurone, ici vous avez les synapses, c'est-à-dire, je ne suis pas neurologue, vous avez ce qui va permettre la transmission d'informations, et puis après vous avez les dendrites. Alors vous savez, c'est tous ces petits fils électriques que vous voyez partir dans tous les sens là, dans le cerveau, mais on en a partout en fait. La structure neuronale, c'est pas que ici, c'est partout. Et donc la vitesse de connexion est améliorée parce qu'il y a un meilleur gainage. Donc aujourd'hui, les études sur le HPI, et là j'aimerais vraiment aussi, vous sautez tous en vous disant « Ah mais oui !» Là, on fait un très grand progrès, parce que je vous ai expliqué que on vous dit souvent le HPI est cause de dysfonctionnement. Pas du tout. Les études à l'international, et donc ça, je vous engage, vous pouvez noter le nom, à aller voir les conférences du professeur Ramus, R-A-M-U-S, qui est le directeur du centre, du département des sciences cognitives. Et là, j'ai un gros doute, je ne sais plus si c'est le CNRS ou l'INSERM. Donc, je vous donne les deux, puis vous irez voir. Et donc, ils ont fait des grosses études croisées avec les Britanniques, le Canada, la France, voilà. Qu'est-ce qu'il en ressort? Les personnes HPI, haut potentiel intellectuel, sont moins malades que tout le restant de la population, sont moins sujets à la dépression, sont moins ont une espérance de vie, voilà, plus longue. Donc vous voyez que ça va à l'encontre de ce qu'on entend sur le dysfonctionnement. Et en fait, vous voyez bien, ça c'est une erreur de biais d'analyse. Parce qu'en fait, quand vous êtes HPI et que vous n'avez rien d'autre, vous n'allez pas consulter. Vous ne posez pas la question de savoir si vous êtes HPI, ça roule. Vous réussissez votre carrière, voilà, vous savez doser vos émotions, vous savez vous adapter, vous comprenez les situations correctement, vous n'avez pas un problème de synchronisation des synapses, c'est fluide. Donc finalement, qui va voir des psychologues et des psychiatres quand ça dysfonctionne? Des HPI qui ont autre chose. Alors je ne dis pas, attention, que tous les HPI sont TSA. Attention, je ne dis pas ça. Ça veut dire qu'il y a autre chose. Ça veut dire que ça peut être un traumatisme, ça veut dire qu'il y a peut-être... il y a autre chose. Voilà. Mais le HPI n'est pas une pathologie, le HPI n'est pas une cause de dysfonctionnement. Et voilà pourquoi vous ne trouvez pas d'études sur le HPI. Parce que ça ne pose pas de problème. Donc on n'étudie pas le HPI, à part quelques-uns, parce que justement, on leur dit, les gamins HPI, ils ont des problèmes. Donc ils creusent pour voir qu'est-ce qui pourrait mettre en difficulté les HPI. Mais il y a une prévalence aujourd'hui. Donc la prévalence, c'est ce que les psychiatres et les psys disent. Donc là, je vous recommande Gauvry, David, je crois qu'il s'appelle, G-A-U-V-R-I-T, qui s'est vraiment penché sur le sujet. Et il y aurait 40% des HPI qui sont TSA. Voilà. Donc, quand on vous dit votre enfant, il va pas bien parce qu'il est surdoué, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quelque chose de très pervers
de rester dans ce diagnostic et de se dire ah ouais, bah, c'est normal, il est plus intelligent que les autres, donc il est décalé. Pourquoi? Parce que s'il est autiste, vous allez renforcer son handicap. C'est-à-dire qu'il va être encore plus coincé dans ses rigidités, c'est ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que moi, à 44 ans, quand on me dit t'es surdoué et que j'ai le papier qui dit c'est marqué, voilà, t'es surdoué pour ça, mémoire de travail basse, mais je m'en fous, j'avais 12, donc j'étais quand même au-dessus. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Je divorce. Ras-le-bol. Maintenant, je vais faire comme moi j'ai envie, parce que moi, je sais. Voilà. Je vois. C'est les autres qui sont trop lents, c'est les autres qui sont trop cons, c'est les autres qui ne me comprennent pas. Je me dispute avec tout le monde, mais c'est normal. C'est parce que je suis HPI. Voilà. Et donc, vous voyez que ça m'a laissé en errance de diagnostic. Et des gens comme ça, en fait, les gens que j'accompagne aujourd'hui, on est à peu près tous passés par là. Hein. On vous a diagnostiqué HPI à un moment, et puis bah, nous, on voit bien que ça ne répond pas, quoi, que ce n'est pas ça notre problème. Mais encore faut-il creuser. Or, quand on est autiste, il faut savoir que si l'information n'arrive pas à nous, on ne va pas aller la chercher. C'est-à-dire que on ne voit pas. On ne voit pas. Et voilà pourquoi je vais faire une conférence à Toulouse la semaine prochaine sur les problèmes d'orientation des personnes HPI-TSA. Parce qu'on ne pourra s'orienter que vers quelque chose qu'on connaît. Donc les possibilités sont tout de suite réduites, puisqu'on est incapable de se projeter dans quelque chose dont on n'a même pas conscience que c'est possible que ça existe. Donc moi, par exemple, famille donc autiste, fermée sur nous-mêmes, hein, on ne sortait pas de culture, machin. Ensuite, 4 ans de pensionnat. J'avais bien vu que les autres, ils étaient différents, mais encore une fois, j'étais encore dans un endroit clos. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Après mon bac, je ne sais pas quoi faire. Donc, je fais comme je sais mes parents. Je me marie et je fais 2 enfants. À 22-23 ans, je suis déjà maman de 2 petites filles. Parce que c'est ça la vie. Et je crois que je me suis mariée pour toute la vie et que je vais faire comme mes parents. C'est parce que c'est le seul modèle. Je n'ai pas d'autre modèle, je n'ai pas d'autre ouverture. Voilà. Donc, c'est très important de comprendre que quand il y a le dysfonctionnement, quand on voit que la personne, elle a de la violence, de la colère, quand on voit qu'elle a du mal à gérer son environnement, de se poser la question. Peut-être que c'est autre chose, peut-être qu'on va enlever la possibilité du TSA. Mais en tout cas, on ne peut pas rester juste sur c'est même pas un diagnostic, on le sait, hein, sur c'est a priori de dire je l'ai testé, il est HPI et c'est pour ça que. D'accord? Ok, on vient de définir le HPI, condition neurophysiologique. Maintenant, on va définir le TSA. J'ai besoin de mon petit tableau. Alors, le TSA, on le sait aujourd'hui maintenant de manière vraiment affirmée, assurée, est aussi une condition neurophysiologique particulière. J'en ai pris, ils sont en vente dans le première salle là-bas. Thomas Bourgeron, des gènes, des synapses et des autismes. Ce mec, il a fait avancer l'autisme à une vitesse, c'est-à-dire même pour les autismes non-verbaux, hein, pour toute la cause de l'autisme. Pourquoi? Parce que donc Thomas Bourgeron, il est chercheur à l'Institut Pasteur, et c'est lui qui, en 2003, a découvert qu'il y avait des gènes associés à l'autisme. Entendez bien, je n'ai pas dit qu'il y avait le gène de l'autisme, hein. J'ai dit qu'il y avait des gènes qui étaient associés à l'autisme. Ça veut dire quoi? Donc, si vous lisez son bouquin, qui est vraiment très très référencé, et voilà. Donc 2003, il découvre ça, personne n'entend, voilà. Et là, maintenant seulement, on commence à prendre en considération. Je vous rappelle que l'autisme, on pensait que c'était un problème de développement affectif lié à la maman, qu'on trouvait froide. Et pourquoi on l'a trouvée froide d'après vous?
Parce qu'elle était elle-même autiste et qu'elle ne savait pas établir correctement le lien. Voilà. Donc là, on voyait bien la mère, là. Hein. Par contre, les pères, on ne les voyait pas. Enfin, toujours le même truc. Hein. Il n'y a pas de femmes autistes, il n'y a que des hommes autistes. Enfin, toutes ces représentations erronées. Donc aujourd'hui, on a bien avancé. On le sait. Les femmes sont sous-diagnostiquées. Parce que justement, elles ne vont pas exprimer leur autisme comme les autres. Voilà. Je reviens sur la condition neurophysiologique. En fait, qu'est-ce qui se passe? Au moment de la conception, c'est-à-dire la création de la première cellule, il va y avoir des mutations génétiques qui peuvent être de nouvelles mutations, ils appellent ça les mutations de novo, ou qui peuvent être aussi que votre maman étant autiste, elle ne va pas pouvoir vous passer un patrimoine qu'elle n'a plus. C'est ce qui s'est passé avec mes enfants. Moi, j'avais déjà des mutations génétiques et donc, voilà. Donc, les mutations génétiques vont faire qu'elles vont impacter notre construction neurophysiologique. Ce que nous avons tous en commun quand nous sommes autistes, qu'on soit non-verbal ou qu'on soit, comme moi, hyper bavarde et pipette, c'est un problème de synchronisation des synapses. C'est-à-dire que l'information ne passe pas correctement et donc nous allons nous construire de manière différente au niveau de notre architecture cérébrale. Le cerveau va se construire différemment. Différemment, ça ne veut pas dire en déficience. La déficience n'est que la comorbidité. C'est-à-dire que ce problème de synchronisation des synapses et puis les mutations génétiques, eh bien, peuvent amener de l'épilepsie, peuvent amener donc de l'épilepsie près des centres moteurs, par exemple. Voyez, donc c'est vraiment un problème de comment je reçois, comment je perçois l'information, comment je la ressens et comment je la traite. Voilà. Et qui s'explique par cette structure neurophysiologique différente. Voilà. Et pas déficiente. C'est bon pour tout le monde sur le TSA. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la première des choses chez le TSA, c'est le corps. C'est le corps qui est la cause de tout le positionnement que la personne va avoir après dans ses échanges avec les autres. Parce que si on est là aujourd'hui, c'est quoi la problématique du HPI-TSA? Qu'est-ce qu'on en a à foutre d'être HPI-TSA? D'avoir une étiquette, comme on dit? Si on est là, c'est parce qu'il y a des problèmes relationnels, parce qu'on n'arrive pas à se comprendre, parce que ça va donner de la souffrance. Et parce que derrière votre souffrance, ça va engranger des comorbidités physiologiques. Quand je me casse la figure 17 fois dans ma vie, quand même, ça a bien une répercussion, quoi. Voilà. Donc, aujourd'hui, dans le DSM-5. Alors, DSM-5, c'est quoi? C'est la classification internationale. Donc, c'est là où les chercheurs, les scientifiques, tout ça, voilà. Donc, ils sont tous mis d'accord. Donc, maintenant, on parle de troubles du spectre de l'autisme. Voilà. Et il y a deux grandes choses qui vont faire qu'on va vous catégoriser autiste. C'est les déficits de la communication. Ah, ça ne rentre pas dans la pièce. Les déficits de la communication, et on verra qu'il y a certaines, je vais vous les citer, et les intérêts, alors c'est pas défini comme ça, je vais vous le lire, les intérêts restreints. Alors nous, HPI-TSA, intérêt restreint, bah oui, intérêt restreint. Le mec qui regarde que les trains, il a un intérêt restreint. Mais non, c'est bien plus large que ça, un intérêt restreint. Alors, je vais vous dire la définition, parce que je l'avais notée. Donc, déficit persistant de la communication et des interactions sociales. Voilà, c'est ça qui est important. Je marque communication, mais interaction sociale. Vous allez comprendre pourquoi c'est très important. Donc, déficit de la réciprocité sociale ou émotionnelle. Donc, là, on voit bien qu'on est classé autiste quand on n'arrive pas à échanger. Donc, c'est sûr que quand vous avez un gamin qui ne vous regarde pas dans les yeux, qui ne vous répond pas, c'est facile de voir. Quand vous avez un gamin qui est plutôt assuré de lui, ou un adulte, hein, je parle gamin, mais voilà,
et qui a réponse à tout, et qui vous regarde dans les yeux, et qui a le sens de l'humour, et de la répartie. Oui, on est tellement fort avec les mots, que comment voulez-vous voir son autisme? C'est très très compliqué. Et déficit du développement, du maintien et de la compréhension des relations. Ah, ça commence à nous parler quand même, hein. Parce que le nombre de fois où, quand on est petit, on n'est pas invité. Moi, mes parents ne l'avaient pas vu, ils m'ont dit « Oh, mais c'est parce qu'on n'avait pas le temps de t'emmener. » Non, toute la classe avait été invitée chez Sophie et pas moi. Pourquoi? Maintenant, je comprends. Je ne savais pas faire le lien. J'étais toujours la nana à part. Alors, je n'ai pas eu de problème de harcèlement, voilà, parce que je m'adaptais. Hein. Mais on ne m'invitait pas. À 16 ans, le truc de terminale, enfin pas terminale, de première, à la grosse fête de fin d'année, ils m'ont invité une fois, l'année d'après, ils ne m'ont pas invité. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je ne me voyais pas dans mes propres comportements. Et qui sont toujours... je suis saoulante en fait, voilà, je les saoule les gens. Voilà. C'est comme quand je rencontre quelqu'un et qu'il me dit « Qu'est-ce que tu fais dans ta vie ?» Moi je forme les autistes et tout. Oh, c'est super intéressant, on commence à parler. Mon compagnon il en a ras-le-bol de m'entendre parler de l'autisme, hein, parce que lui il le connaît le truc. Ça fait 40 000 fois qu'il la voit dans la masterclass, parce que je la fais à tout le monde. Parce que j'ai besoin de passer ce message. Vous voyez ? Et les gens disent « Mais non, mais on voit pas, c'est intéressant. » Oui, mais enfin, le week-end dernier, quand j'étais sur un truc où on chantait, j'ai un groupe, voilà, d'autres trucs, et que les personnes à ma table, avec des enseignants, donc forcément, mais au bout de 2 heures, ils avaient envie d'arrêter de parler de ça. Sauf que, quoi qu'ils disent, moi je trouve toujours le lien, et je reviens dessus. Vous voyez ? Mais ça, avant, je n'en avais aucune conscience. Donc comment ça se répercutait? Qu'est-ce que disaient les gens? Sonia, tu parles trop. Sonia, tu n'écoutes pas. Bon, non, je passe ma vie à vous écouter, à vous regarder, à me dire, mais qu'est-ce qu'ils veulent, pourquoi? Oh, lui, il fait un souhait bizarre. Peut-être qu'il n'aime pas, peut-être qu'il est en train de se moquer, peut-être qu'il se dit dans sa tête que ce que je dis, c'est de la merde. Vous voyez ça? La projection tout le temps. Voilà. Et j'étais comme ça, je ne m'en rendais pas compte. Et donc, un de mes arguments, c'était de dire je ne vous empêche pas de parler, moi. Pourquoi ils ne parlent pas? Incapacité de faire la différence entre communiquer et établir le lien relationnel. Je ne savais pas. Voilà. Donc, on a vu comment ils nous placent. On est autiste parce qu'on a des problèmes d'interaction, de communication relationnelle, et on est autiste parce qu'il y a un problème d'intérêt restreint. La personne, elle est voilà, sur elle-même auto-centrée. Et du coup, quand on va nous diagnostiquer, on va regarder sur des choses qui se voient. Hein. Alors là, dernièrement, la dame, elle était diagnostiquée par Ramos à Paris. Elle va au CRA de Montpellier pour essayer d'avoir une aide. Et là, le gars lui dit « Ah non, vous n'êtes pas autiste. Non, mais Ramos, c'est tout le monde qui met autiste. » Donc ma cliente, elle revient, elle me dit « Sonia, je ne suis pas autiste. » Je dis « Oh, on va se calmer. Hein. Voilà. C'est pas comme ça que ça se passe. Tu as eu un premier diagnostic, avec tous les tests faits, et il n'y a pas de raison qu'on remette en cause. Mais nous, on doute toujours de nous. Parce que ça, on le sait à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on va donner une apparence très sûre de nous, parce qu'à chaque fois qu'on va rentrer en communication avec vous, on a l'info, la base de données. Peut-être qu'on ne parle pas de la même chose que vous, on n'en a pas conscience, mais on sait ce qu'on vous dit. Et on est sûr, parce qu'on a croisé l'information. Donc on est sûr. Peut-être que l'information ne correspond pas à la relation, d'accord? Mais en tout cas, nous, on est sûr. Donc, on peut paraître pédant, arrogant. Et c'est ce qu'on nous renvoie. Hein. Madame, je sais tout. Voilà. Sauf qu'à l'intérieur, moi, je ne suis pas comme ça à l'intérieur. Moi, j'ai peur tout le temps. Moi, je me demande qu'est-ce que pensent les autres. Et donc, vous vous rappelez, je vous ai dit que le corps, en fait, quand on est HPI, on va le mettre à distance. Le corps, on le met à distance. Ça veut dire que non seulement on n'a pas conscience de notre état sensoriel, de notre fatigue, voilà, mais dans notre raisonnement cognitif, nous allons toujours nous regarder. Donc, par exemple, là, je sais que je vous parle,
il y a ceux qui m'écoutent réellement, et il y a ceux qui sont déjà en train de se dire qu'est-ce que je vais faire de ce qu'elle me dit. Je ne vais pas vous faire lever la main, mais je sais comment ça marche. C'est-à-dire qu'on est tout le temps dans la projection quand on est HPI-TSA. On est tout le temps en train de se dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Et en fait, il faut comprendre que nous, comme tout doit être factuel, concret, vous avez compris, c'est ce qui nous rassure. Alors, on va être dans la fonctionnalité. Il faut que ça serve à quelque chose. Et c'est là où on va avoir des difficultés relationnelles. Et je vais vous donner un petit truc pour tester. C'est que moi, je vois l'autre, par exemple ma mère, je la vois dans ce rôle de mère. Je ne la vois pas en tant que personne. Et du coup, ma mère, elle est censée, une mère, c'est censé, donc j'ai ma liste, hein. Une mère, c'est censée faire ça. Et si elle ne le fait pas, c'est une mauvaise mère. Vous vous rappelez ma grille de valeurs? C'est bon ou c'est pas bon? C'est oui ou c'est non? C'est noir ou c'est blanc? Je n'ai pas compris qu'à chaque situation, c'est nouveau. Qu'à chaque situation, il faut tout revoir les facteurs. Il faut que je m'assure de ce qui est en train de se passer l'instant présent. Voilà. Donc pendant des années, j'ai détesté ma mère parce que je la trouvais franchement, voilà, bof. Hein. Elle disait jamais rien, elle se mettait pas contre papa quand, voilà. Enfin bon. Puis maintenant que je sais, je me dis mon Dieu, mais quel courage cette femme. 4 gosses, une qui s'est tentative de suicide, interné bipolaire, le dernier sclérose en plaques, ma petite sœur tumeur au cerveau, et moi, Sonia, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais, non, enfin, il n'y a pas de problème, mais je ne raconte pas comment j'ai pu les embêter. Je suis gentille quand je donne ces mots. Voilà. Je ne la voyais pas dans ce qu'elle était. Quand nous sommes une personne HPI-TSA, nous ne voyons pas l'autre dans la personne, et nous voyons l'autre toujours à travers son rôle et sa fonction. Alors quel impact et comment justement cet indice vous pouvez le voir? Il y a des questions très simples à poser. Quand vous êtes en relation avec la personne et pour voir par exemple et qu'elle vous parle de quelqu'un d'autre, vous lui demandez pourquoi elle est avec cette personne, pourquoi elle aime bien cette personne, pourquoi elle travaille avec cette personne. Une personne neurotypique, elle va vous citer, elle va vous dire je l'aime bien parce qu'elle est dynamique, parce qu'elle est drôle, parce qu'elle est organisée. Elle va vous citer des qualités de la personne. Au contraire, elle va dire elle est chiante, elle parle tout le temps. Elle va vous citer toujours en partant de la personne. Une personne TSA, elle va vous dire elle m'aide beaucoup, elle me comprend, elle me sécurise. Est-ce que vous voyez la différence? Je vais repartir de moi. Pour citer les qualités de l'autre, je vais dire en quoi elles sont fonctionnelles, à quoi elles me servent. Pourquoi tu t'entends bien avec cette copine ou ce copain? Parce qu'il m'aide en cours, parce qu'il me défend, parce que... Il ne va pas être capable de vous dire parce qu'il est bon en maths, parce que même si vous dit ça, il faut creuser. Et alors il est bon en maths, ça veut dire qu'il peut m'aider, parce que moi je suis mauvais en maths. Et ça, vous voyez, c'était quelque chose que les gens voyaient de l'extérieur, et donc souvent, on va dire que le HPI-TSA, il est égoïste. Il n'est pas égoïste, il ne sait pas faire autrement que de repartir de lui pour doser, pour appréhender le monde et savoir comment il doit le juger. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va être toujours dans ce mode comparaison. Une personne HPI-TSA va se comparer. Donc, si j'y arrive pas, je suis nulle. Si j'y arrive, je suis bien. Et nous n'arrivons pas à accéder à ce plan de lucidité sur nous-mêmes qui nous permet juste de voir que nous sommes différents. Qu'il faut voir les choses d'une autre manière, qu'il faut prendre de la distance. C'est très compliqué. Alors moi, j'ai fait de la formation en communication relationnelle, hein, donc je l'ai enseigné pendant 17 ans aux gens à prendre de la distance. Voilà. Parce que pour se positionner, il faut prendre de la distance. Intellectuellement, j'ai compris comment ça marche. Et quand je suis calme, quand je sais où je vais, quand je ne vais pas m'énerver, voilà.
Par contre, dès que je rentre dans l'équation émotionnelle, il n'y a plus de distance, il n'y a plus rien. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il vient de dire? Pourquoi? Mais pourquoi tu dis ça? C'est parti. Voilà. Pourquoi? Parce que je vais me sentir agressée. Ce que je n'ai pas conscience quand je suis HPI-TSA, ce n'est pas le mental qui m'agresse. C'est mon état de fatigue. C'est ma sensorialité. Et vous le voyez bien, quand vous allez bien, l'information, elle est fluide. Vous arrivez à prendre du recul. Dès que vous êtes un peu stressé, fatigué pour une raison ou pour une autre, c'est beaucoup plus difficile. Chez nous, les personnes HPI-TSA, il faut comprendre que l'intensité, vous vous rappelez, je vous parlais d'intensité au départ, l'intensité, ça fait cortisol, adrénaline. Nous sommes dopés à la cortisol et à l'adrénaline. Donc on parle du TDAH. Ah oui, normal. Parce que, en fait, quand on est HPI-TSA, vous voyez bien qu'on se sent vivant quand ça vibre. Quand ça vibre. On revient au corps. Je suis excitée par un projet. Le mental va me permettre de ressentir corporellement. Je ne sais pas que j'ai cette déficience de sensation, d'accord? Je le sais parce que quand on vient de m'annoncer le décès de quelqu'un, j'ai bien conscience que je ne sais pas quoi dire. Qu'il faut pleurer, il faut que je le prenne dans les bras. On fait quoi? Voilà. C'est quoi que les autres attendent de moi? Donc vous voyez cette dichotomie entre je pars toujours de moi et en fait comme je me regarde de l'extérieur et que je regarde les autres en permanence, je me dis comment je fais pour répondre à leurs attentes. Je ne me le dis pas, c'est devenu une manière de penser, une manière de me positionner. Donc forcément, on est en décalage. On est en décalage d'abord avec nous-mêmes, dans notre propre communication interne. Nous n'avons pas conscience que nous ne sommes pas cohérents parce que l'être humain, c'est pas juste ce que l'on voit, c'est ce que les autres voient, l'image, mais c'est aussi tout ce qu'on est. Et ce qu'on est, c'est en même temps, je fais pas de politique, c'est le mot pas, vous voyez, l'encodage, en même temps, tac, tac, tac. Voilà. Le corps, un mental et des émotions. Alors, nos émotions à nous quand on est HPI-TSA. Non, je suis très empathique, je sais lire les émotions, Alors, je peux vous dire, je vois tout. Voilà. Alors oui, des fois je suis très bon, et des fois je suis pas bon du tout. Et là encore, vous voyez, si je suis coincée dans mes certitudes, non, je suis bonne. Voilà, quand je les accompagnais à la mission locale, les gamins, là, tout ça, j'avais des super bons résultats. Oui, ok. Mais par contre, pour avoir une copine ou une collègue, alors là, parce que je suis incapable de savoir qu'est-ce qu'elle pense. Voilà. Et pourtant, moi, je suis persuadée que je suis dans la tête des gens. Et c'est ce que vous disent les personnes avec TSA. Je sais ce que tu penses. Tout le temps. Parce que comme on anticipe, on veut toujours avoir un coup d'avance. Mais en fait, il faut comprendre que si on fait ça, c'est parce qu'on a du mal à faire les liens de prédiction. Donc une personne autiste, vous vous rappelez, je vous ai parlé du problème de synchronisation des synapses. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, quand l'information elle arrive, elle est brute. Elle arrive là et on ne sait pas hiérarchiser. Si vous passez un EEG, on va voir une onde alpha très très importante. Qu'est-ce qu'elle dit? Cette onde alpha, c'est l'onde du cortex préfrontal, petite dyspraxie, dyslexie, je sais pas quoi. Cette onde alpha, c'est la capacité de hiérarchiser, d'organiser, de planifier. Nous n'avons pas conscience que nous avons cette difficulté-là. Par contre, la personne va toujours aller sur le détail. Vous êtes d'accord? Elle vous le dit, moi je vois tout. Je vois tous les détails. Ce qu'elle n'a pas conscience, c'est qu'elle traite en détail de manière catégorique. Enfin, vous voyez, elle coupe. Et qu'elle n'a pas pris en compte la globalité et donc tout l'implicite qu'il peut y avoir derrière.
En communication, il faut savoir que le verbal, c'est 7%. C'est rien du tout. Pourquoi? Parce que la représentation des mots est propre à chacun, en fonction de qui vous êtes, ce que vous en pensez, comment vous l'avez vécu, enfin voilà, votre culture, votre religion, voilà. D'accord? Donc si je dis le mot table, vous êtes d'accord que là on va tous penser à celle-ci, parce qu'on les voit, mais si je parle avec un mathématicien, il va me dire une table de multiplication, et sous un mot aussi bête que table, vous voyez bien comment on peut déjà ne plus parler de la même chose. Eh bien, dans une phrase, c'est exactement la même chose. Et la personne HPI-TSA, comme elle maîtrise le vocabulaire, les définitions, vous pouvez y aller, je suis un dictionnaire sur pattes, elle croit qu'elle sait communiquer et elle croit qu'elle comprend. Sauf que le verbal, c'est 7%, les mimiques, la gestuelle, tout ça, c'est 38%. Il reste 53%, c'est quoi? C'est l'implicite, ce fameux implicite qu'on essaye de nous expliquer et qu'on ne comprend pas. Bah, l'implicite, c'est le double sens des mots. Nous, on est super bons, on les retourne dans tous les sens. L'implicite, c'est qu'est-ce que ça veut dire en deuxième sens? C'est non. L'implicite, c'est l'analyse des facteurs qui concourent à la situation du moment, qui ne sera jamais la même. Vous êtes d'accord qu'on peut tous refaire la masterclass? Je ne vais pas redire le même mot. Vous n'allez pas l'apprendre de la même manière. Vous n'allez parce que demain, c'est demain. Voilà. Et bien c'est comme ça tout le temps. Et ça, nous les HPI, on ne le voit pas. HPI TSA, je parle bien du HPI TSA. On ne le voit pas. Nous sommes coincés dans nos rigidités. Ça veut dire ça. Et je vais le transposer. Hein. Je prends mon expérience, je la sors. Là, ça veut dire, ah, je le sais, je l'ai vécu. Oui, mais c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Voilà. J'ai aucune idée de l'heure, j'adore quand je fais ça. Alors, je pense que je vous ai parlé d'un peu de tout ce que je voulais vous parler. La gestion des émotions, je voudrais juste rajouter un truc, oui, sur les émotions. Il faut comprendre un truc, c'est que notre manière d'encoder l'information, hein, le centre d'apprentissage est à côté, maintenant on le sait, du centre émotionnel, ce qui capte l'émotion. Et en fait, vous êtes d'accord que plus vous aimez quelque chose, en tout cas plus c'est important dans votre vie, et plus vous allez la retenir. Tout le monde sait où il était quand les tours se sont cassés la figure en 2001, c'était un choc. Tout le monde sait pourquoi, parce que c'est un moment important de la vie de tous, et on a en commun d'avoir cet encodage-là. Voilà. Et quand on est HPI, TSA, qu'on ne sait pas qu'on l'est, il faut savoir que tout nous percute. Un mot qui va vous sembler complètement anodin, par exemple, je vous donne l'exemple d'une de des personnes que j'accompagne, elle a 72 ans, elle est présidente d'une association de personnes autistes, elle fait du suivi et son fils est autiste Asperger, il a fait des grandes études, voilà, et il a fait des études dans le développement, chargé de projet du développement de la ville, je crois que c'est ça. Et en fait, il y a un mot qui le fout en colère et qui ne supporte pas, c'est urbanisme. C'est dommage, hein, avec le métier qu'il a choisi. Hein. Donc, dès qu'on lui dit ce mot-là, il disjoncte. Parce qu'il n'essaye même pas de savoir de quoi on parle. C'est non. Voilà. Mon fils, c'est travail. Mon fils, mais j'ai mis du temps avant de comprendre, le temps que j'apprenne. Hein, voilà. Donc moi, j'ai dit, allez, mets-toi au travail. Allez, travaille. Un jour, il arrive, il me dit, maman, travail, tu sais d'où ça vient? Non. Tripalium, instrument de torture. Alors déjà, j'étais étonnée, j'ai dit, mais comment on peut avoir l'idée d'aller chercher? Pour vous donner quand même, pour lui, la préoccupation sur le mot. Sur le mot, il a encodé travail, instrument de torture. Voilà. Eh bien, encore aujourd'hui, malgré que maintenant il connaît bien son handicap et il sait cet encodage, qu'il ne faut pas qu'il encode de manière négative, parce que travail, on l'a pris, c'est aussi production, c'est aussi participation collective. Enfin, voilà, j'ai essayé de mettre tout ce que je pouvais mettre positif sur le mot travail. Voilà, mais lui, chez lui, non. Donc maintenant, on est d'accord on ne parle plus de travail à la maison, on parle d'activité. Il faudrait que tu te mettes en activité, en action. Voilà. Donc, c'est à tous ces petits trucs-là que vous pouvez repérer les rigidités.
des personnes HPI-TSA. C'est-à-dire qu'elles vont partir en colère, en émotionnel, quand une notion va les percuter et qu'elles vont avoir un positionnement qui va être voilà, différent. Et donc, il faut bien comprendre que pourquoi ça se fait comme ça. C'est parce que je perçois, je reviens au corps, au sensoriel, je perçois tellement fort les choses, ça me percute tellement, que quand ça monte, je n'ai pas, ça va très vite, HPI, je n'ai pas le temps de ressentir, je catalogue. Émotion forte, apprentissage, vous voyez, ancré. Donc, c'est pour ça qu'ils vont vous ressortir la phrase d'il y a, et qu'ils sont capables de vous dire, tu m'as dit le 25 mai 1985 à 10h05, cette phrase. Je le sais, je l'ai fait hier à quelqu'un. Voilà. Parce que ça a ancré chez moi quelque chose, un traumatisme. Et là, on parle bien de traumatisme, c'est-à-dire que l'intensité nous amène à du traumatisme. Donc, si la personne n'est pas consciente de ce mécanisme d'encodage, eh bien, elle va être malheureuse. Et pire, à mesure qu'elle va vieillir, si elle n'a pas conscience, elle va être dans une rigidité. Et voilà pourquoi, vous, les professionnels, il faut que vous arriviez à les voir pour leur montrer ce qui est très compliqué, le handicap invisible, et les renvoyer. Et c'est pour ça qu'aussi, je milite pour ça. Parce que trop de personnes sont en errance, mais derrière, on va développer quoi? On va développer de la bipolarité. Et là, pour de vrai, hein, je veux dire, des maladies mentales, de la paranoïa, de la schizophrénie, voilà, du borderline. Et c'est pas parce que nous sommes autistes, c'est parce que nous n'avons pas été accompagnés correctement dans notre handicap invisible qu'on va se retrouver dans ces extrémités-là. Voilà. J'ai fait le tour, j'étais un peu longue. Il nous reste 20 minutes. Donc, je vous propose qu'on soit dans les échanges. De toute façon, vous avez bien compris que c'est riche. Je pourrais en parler. Voilà. Je vous écoute. Je suis à votre disposition pour être taillée en pièces. Non, je plaisante. Oui. Est-ce que je peux avoir la feuille, s'il vous plaît? Je pense que c'est pour monter l'adresse mail. Oui, voilà. En fait, je la fais tourner pour tous ceux qui veulent revoir la vidéo. Alors, pourquoi j'enregistre? Moi, je travaille toujours comme ça. Même dans les formations que je fais, toutes les formations sont enregistrées. Parce qu'on sait que quand on est HPI-TSA, on ne va pas encoder tout, que ce qui nous intéresse. Donc, si on veut vraiment bien comprendre de quoi on a parlé, comment on en a parlé, eh bien, il faut le voir plusieurs fois. Voilà, à des moments différents. Voilà. Je vous écoute. Moi, j'ai une question. En quoi le fait d'être diagnostiqué vous a aidé? Et est-ce que vous avez progressé du coup dans les interactions relationnelles? Est-ce que vous avez parlé de votre expérience? Voilà, j'aurais voulu que vous expliquiez un peu plus. Le fait d'être diagnostiqué, ça m'a... J'ai su vers quoi je devais aller pour comprendre. Voilà. Alors après, quand on arrive à nos âges, j'allais dire, par exemple mon fils, il est diagnostiqué mais pas déclaré. Lui m'a dit, il est hors de question que la NDPH sache que je suis autiste. Je veux pas de PAP, c'est fini, vous m'embêtez plus. Je veux pas être marqué de cette étiquette, d'accord? Donc il faut bien comprendre que quand on parle de diagnostic, il faut savoir pourquoi on fait le diagnostic. On fait le diagnostic parce qu'il y a des comorbidités et qu'on va avoir besoin d'accompagnement spécifique. Oui. On fait le diagnostic pour se rassurer, parce que nous, on doute de tout. Alors, de toute façon, même quand on nous dit qu'on l'est, on n'y croit pas qu'on l'est. Hein. Voilà. Hein. Le nombre de jeunes qui sont diagnostiqués Asperger et qui disent « mais n'importe quoi ». Voilà. Et donc voilà. Donc, ça sert peut-être à mieux accepter. Mais après, moi, je pense qu'un HPI-TSA n'est pas dans l'obligation d'avoir un diagnostic. Voilà. À partir du moment où il a compris et qu'on peut l'aider en communication relationnelle à comprendre son environnement, l'avantage du HPI, c'est qu'il suffit d'expliquer une fois la base de données. Tu n'analyses pas les bons facteurs. Ok, c'est quoi les bons facteurs? C'est un peu plus compliqué que ça, mais on va t'expliquer. Moi, les gens qui ont suivi la formation, si je leur disais avant les prises de conscience qu'ils vont faire, c'est impossible
C'est-à-dire, moi-même, tous les jours, j'en découvre encore sur des choses que je n'avais pas vues. Oh mon Dieu, oui, c'est ça. Voilà. Mais par contre, avoir des repères, donc comprendre, c'est un peu pour nous notre prothèse. Vous êtes d'accord que quand on est aveugle et qu'on prend une canne pour tester son environnement, d'accord, on ne la sort pas au moment où on est dans le conflit. On l'utilise tout le temps. Eh bien, en tant que personne handicapée aujourd'hui, moi, j'utilise tout le temps ma méthode. J'attends pas que ça soit conflictuel pour savoir mince, où est-ce que je me suis loupée. Non, voilà. Donc, la première des choses dont vraiment il faut repartir, c'est le corps. Comprendre et nous respecter dans notre rythme corporel et sensoriel. C'est le premier truc que je vous dis de faire. Voilà. Donc, le diagnostic, attention, oui et non. Quand on est HPI et qu'on a les capacités à pouvoir justement comprendre, c'est quand même un don super, quoi. Tout le monde n'a pas la capacité d'acquérir cette lucidité quand on est autiste, hein, de faire cette prise de... Parce que c'est tellement fort, tellement que ce n'est pas possible. Voilà. Moi, il y a des gens qui viennent, qui sont autistes Asperger, qui me disent « Sonia, j'aimerais que vous m'accompagniez. On fait les tests de positionnement. » Je leur dis « Je ne suis pas la bonne personne. Je ne vais pas y arriver, je le sais. » Parce qu'il y a tellement de résistance, tellement d'incompréhension dans ce que je peux leur dire, parce qu'ils vont interpréter à leur sauce ma manière. Vous voyez? Donc, ça, je ne peux pas. Voilà. Par contre, ça, c'est des personnes qui ont vraiment besoin d'être diagnostiquées, par exemple, pour avoir un accompagnement, une thérapie comportementale, pour... voilà. Alors que le HPI-TSA, il a besoin de connaître son mode de fonctionnement, HPI-TSA, mode d'emploi, pour le réguler. C'est tout ce qu'il a besoin. Parce que quand nous sommes diagnostiqués autistes, nous sommes dans les maladies psychiatriques, hein, attention, hein. Voilà. Alors, moi, je ne me sens pas malade psychiatrique, voilà. Mais en attendant, aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Ça veut dire que si on avait su que j'étais autiste au moment de mon divorce et quand mon mari a demandé la garde de mes enfants, je les aurais gardés? Pas sûr. Quand j'ai fait un dossier de surendettement parce que j'ai perdu mon restaurant, j'ai eu un restaurant, je me suis éclatée. Je me suis éclatée pendant 3 ans. Alors là, le seuil de sensorialité, même pas, je vous en parle. J'ai pris, je faisais 112 kilos, alcoolique, je faisais la fête. Voilà. Mais à un moment, j'ai explosé, comme le, vous savez, comme la grenouille ou le bœuf, je sais plus. C'est une histoire comme ça. Pouah, j'ai explosé, je suis tombée, RSA, j'ai tout perdu, c'était super. J'ai perdu le fil. Oui, donc j'ai eu un dossier, j'ai eu une faillite professionnelle qui a entraîné ma faillite personnelle. J'étais propriétaire et puis comme je ne pouvais plus payer mon crédit, bah voilà, saisie de la maison et tout. Si on avait su à ce moment-là que j'étais autiste, je me retrouvais sous curatelle. C'était mort. Donc, ça veut dire que je ne serais pas en face de vous avec l'entreprise que j'ai créée et qui fait vivre des formateurs, voilà, et qui donc, il faut réfléchir hein, quand on est à cet âge-là. C'est bien de se faire diagnostiquer, mais est-ce qu'on le déclare? Voilà, faut prendre tout en compte. Oui? Je vais intervenir sur la question des qualités des besoins. Oui. Parce que, du coup, je comprends mieux pourquoi il y a des facilités avec la communication violente. Parce qu'en fait, on a tendance à s'exprimer en pensant que les choses sont objectives, que les qualités, elles sont... Alors qu'en fait, quand on parle des besoins, ça aide aussi à... C'est aussi une manière de donner son mode d'emploi. C'est ça. Rosenberg, il donne l'exemple d'une participante qui vient la voir à la fin d'un stage et qui dit « Oh, Michel, tu es génial !» Et lui, ça l'aide pas beaucoup, en fait. Et du coup, il lui demande plus précisément qu'est-ce qu'il a dit, en quoi ça l'a aidé. Et du coup, là, ça nous aide à faire le lien, pourquoi à la fois ça m'aide et en même temps, la facilité à comprendre la communication violente. Alors, je vous donne un tuyau qui coûte vraiment rien. Questionner. Parler avec les gens, c'est-à-dire je n'ai pas compris, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Alors nous, on a tendance à répondre plus vite, hein, action-réaction, hein, parce que dans notre tête, il faut répondre à la demande. Ça fait partie justement de nos mécanismes cognitifs. Il faut toujours qu'on...
Puis on aime ça aussi, hein, parce que quand on va vite et qu'on a la bonne réponse, c'est bon, une petite décharge d'adrénaline, cortisol, voilà. Le problème, c'est que l'adrénaline et la cortisol, qu'est-ce que ça fait? C'est de l'activité, c'est l'hormone qui est pas bonne. C'est un cercle vicieux, voilà, vous êtes dans votre roue et puis vous tournez, jusqu'à épuisement. Alors que si vous créez de la sérotonine et de l'ocytocine, l'hormone du bonheur, le respect de votre corps, je vous jure, ça change tout. Et ça permet d'être plus lucide, ça vous permet de vous voir. Voilà. Moi, je me vois partir maintenant en colère. Donc, comme je me vois partir en colère, ça ne veut pas dire que je ne fais plus de colère, mais je vais les faire ailleurs. Puis en plus, mon compagnon et mon fils ne cristallisent plus, puisqu'ils savent que c'est juste lié à mon intensité émotionnelle. Donc, ils m'en veulent plus. Après, je reviens. Bon, qu'est-ce que j'ai pas compris, pourquoi, machin. C'est-à-dire que, autre chose, c'est que nous, on confond intention et incompréhension. Et on va toujours juger les autres. On va toujours mettre de l'intention sur les autres. Ouais, t'as fait ça, c'est pour me faire mal. Je comprends pas pourquoi tu veux me faire mal. Non! J'ai fait ça parce que je savais pas comment me positionner, parce que c'est compliqué pour moi. Il n'y a pas d'intention. Et donc, par exemple, avec mon fils ou mon compagnon, on peut ne pas être d'accord. Ça peut être même, costaud, parce qu'il va y avoir de l'incompréhension. Sauf qu'à un moment, on se voit dans le fait de monter, on s'arrête et on en reparle quand on peut en reparler. On choisit le moment. Je vous ai donné plein de clés là, hein, voilà. Hein. On choisit le moment. Et le moment, il va vous permettre, à ce moment-là, quand on sait qu'on est tous les deux HPI-TSA, on ne s'en veut plus. Je t'aime mon fils, je t'aime maman. C'est juste qu'on ne s'est pas compris. Il n'y a pas d'intention. Voilà. Oui? Ce que vous dites, moi ça me fait penser au fait que je pense qu'on n'est pas nécessairement, on n'a pas besoin d'être une personne avec TSA pour ressentir ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui va nous faire une remarque, qui va nous blesser, on va des fois pas savoir dire ce que tu dis, ça me fait de la peine. On va être tout de suite dans une réaction. Je pense que c'est un peu archaïque. Ouais. Une manière de se défendre. Alors, j'entends deux questions. Vous allez me dire si j'ai. La première question, oui, tout le monde a ce type. On n'est pas différent des autres, dans le sens que, j'allais dire, on est comme tout le monde, a besoin d'eau, de lumière, de communication. Et donc, c'est ce qu'on apprend d'ailleurs. Les règles de communication sont les mêmes pour tout le monde. C'est-à-dire que si je passe mon temps à juger l'autre, je ne peux pas avoir une qualité relationnelle, voilà. Mais c'est les mécanismes qui sont différents. C'est-à-dire comment je perçois et je traite l'information. Et c'est ça qui est différent. Mais le résultat est le même. Si je juge l'autre, on n'est pas dans une relation de qualité. Hein, voilà. Et par exemple, quand on est HPI-TSA, on ne supporte pas qu'on nous juge. Regardez-vous faire. Hein. Parce que nous, les autres, on les juge bien. Hein. On a des avis. Hein. Voilà. Et on ne se voit pas. Non, mais c'est normal. T'as vu comment il a réagi quand même. Hein. Ouais, regardons-nous. Voilà. D'autres questions? Est-ce que vous donnez des conseils pour les personnes qui aident les enfants autistes en scolarité? Alors, oui. Alors, je ne donne pas. Non. Donc, en fait, j'ai un organisme de formation et on a monté des programmes. Et ces programmes, c'est soit pour le particulier, avec des formations courtes en communication relationnelle, soit un programme d'accompagnement qui vise à réencoder et donc à permettre à vraiment la personne de creuser son handicap pour le comprendre, le maîtriser et plus le subir. Et donc, on ne parle pas de méthode de suradaptation, mais bien au contraire de méthode de connaissance de soi pour vivre serein. Ensuite, on a une formation aux professionnels de l'accompagnement, alors on est Calliope, donc il peut y avoir des financements de prise en charge, je vous le dis. Pour former à la communication relationnelle, pour accompagner. Ça peut être les parents, ça peut être les aidants. Là, par exemple, je viens d'apprendre un truc super. Les parents, je vous le dis, hein, les parents d'enfants autistes Asperger, HPI-TSA, les mutuelles, alors il y a la MGEN, il y a la MAIF et Malakoff.
qui finance, parce que justement personne ne veut financer ce type de formation, qui finance l'accompagnement, le soutien parental. Voilà. Et on a une autre formation qui, elle, est plus dirigée sur l'entreprise, sur les managers, comment gérer en entreprise, repérer et gérer les HPI-TSA. Voilà. Donc ça, sur mon site internet, vous retrouvez tout. Et quand je dis je donne pas, parce qu'on m'interroge parfois sur le prix d'un programme, donc je vous le dis, un programme complet d'accompagnement, ça coûte 6 500 €, donc c'est cher. C'est cher parce que derrière, les personnes qui vous accompagnent, elles sont 2, elles n'accompagnent que 20 personnes en même temps. Et tout l'argent récolté sert à payer des salaires. Toutes les personnes qui travaillent pour moi sont tous HPI-TSA, reconnus de travailleurs handicapés pour la plupart, à des salaires décents. Donc, vous voyez, nous, on est en toute transparence. Tout le monde touche 2 000 € net. Voilà. On est sur la convention collective des organismes de formation. Donc, sauf moi, parce que je suis la patronne, c'est différent. Ça veut dire que je touche rien depuis 2 ans. Non, mais vous voyez, la représentation, pour l'instant, je ne touche rien. J'espère que, voilà. Et tout l'argent qui va arriver va abonder une fondation, parce que mon objectif, c'est de créer un centre, pas une école, je m'entends bien avec un centre où on prendrait les enfants en difficulté scolaire HPI-TSA, donc soit à cause du harcèlement, soit parce qu'ils sont beaucoup plus harcelés que les autres, parce qu'on comprend que c'est un problème de positionnement, de communication. Et le but du jeu, c'est pas de leur faire une école à côté, c'est de leur permettre de se poser, comprendre leur handicap sur une année scolaire, avec des profs, voilà, suivre pour qu'ils puissent ensuite réintégrer normalement l'éducation, voilà, et en sachant se positionner. Parce que moi, je vois la différence entre mon fils avant la formation et mon fils aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un gamin qui était capable, il va être délégué de classe, hein, et qui est capable, c'est pas un bon élève, hein, je vous le dis, hein, parce qu'il ne faut rien. Voilà. Mais il est capable aujourd'hui d'exprimer à ses professeurs ses besoins. Il sait maintenant voilà, faire la part des choses, il sait prendre de la distance. Et ça a changé son rapport à l'éducation nationale. Et moi, je vois des parents qui me disent ouais, l'éducation nationale, nanana. Je sais qu'ils ne peuvent pas l'entendre parce qu'ils sont dans une souffrance et que c'est compliqué, ils n'arrivent pas à obtenir les outils, voilà, ils ne sont pas bien accompagnés. Mais la réalité, c'est que si on sait bien, et ça c'est valable pour tout le monde, si on sait bien expliquer son handicap sans être agressif, eh bien vous verrez que les autres, non seulement ils vont être curieux, ils vont être empathiques et ils vont vous demander comment ils peuvent vous aider. Et je vous assure que ça marche. Voilà. Moi, j'accompagne les familles où on a repositionné les parents avec de la communication relationnelle et on les a aidés avec, alors qu'ils étaient franchement en bis-bis avec l'éducation nationale, prêts à faire sortir. Parce qu'à chaque fois qu'on déscolarise un enfant en disant qu'il va prendre par le CNED et tout, vous faites une grossière erreur, je vous le dis, parce que vous allez renforcer le handicap de la personne. Moi, je vois des jeunes qui ont passé le permis de conduire, donc vous voyez, qui étaient voilà, à 18-19 ans, et qui, à 26 ans, sont enfermés chez eux, ne sortent plus du tout, et ne veulent même plus aller sur sa terrasse, parce que le vent, voilà, c'est-à-dire que c'est terminé, on est passé dans une autre catégorie maintenant. Voilà. Donc, il faut, quand il y a du HPI-TSA, malgré les difficultés, il faut mettre des outils en place pour accompagner, pour former les professionnels, pour former les parents, pour qu'il y ait une cohérence dans l'accompagnement. Et vous verrez que l'enfant, lui, il n'est pas bête, parce que quand il y a de la cohérence, lui, il saura prendre les bons outils qu'il lui faut pour avancer. Alors que si vous êtes en opposition frontale, et c'est aussi ce qu'on retrouve, c'est que beaucoup, et je vais terminer là-dessus, vous rappelez que c'est génétique. Et que beaucoup de familles ont l'enfant qui est diagnostiqué, mais les parents ignorent leur propre handicap. C'est pas moi, c'est la mère. C'est pas moi, c'est le père. Quand je vous vois vous positionner, on peut se poser des questions. Voilà. Donc, voilà, on ne voit, c'est un handicap invisible, HPI-TSA, on ne le voit pas chez nous et on a beaucoup de mal à le voir chez les autres. Et je terminerai là. Je crois qu'il faut que je laisse la place, sinon ils vont me... Ah non, 3 minutes. Bon.
Donc voilà, est-ce que peut-être une dernière question? Oui. Le fait qu'il y ait une origine neurophysio, quel type de médication? Est-ce que c'est nécessaire? Non, non, parce que ce n'est pas une maladie. Ah non, mais par rapport au comportement, justement. Ce n'est pas une maladie, c'est la connaissance de ce handicap qui va vous amener une manière de le traiter différemment. Voilà. Et plus c'est pris tôt, en fait, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on encode, moi je le vois dans les familles où il y a eu une bienveillance absolue du handicap, parce qu'on l'a tout de suite vu, et où on sait tenir un cadre de référence, voilà, où on ne fait pas sous prétexte que l'enfant a des difficultés, on lui laisse tout passer. Donc il y a le cadre dont on a vraiment besoin, et en même temps, il y a une vraie prise en compte du handicap, voilà. L'enfant, vous le verrez, il a la super banane, malgré toutes ces difficultés. Et puis, dans d'autres cadres, où les parents sont dans le déni, où on ne voit pas « oh non, mais il est juste chiant, machin, bien », et où on va aller en opposition frontale, eh bien, on va continuer d'accroître le handicap. Quand vous percevez l'information, elle vous percute en intensité, on est d'accord? Elle vous percute. Eh bien, au moment où elle vous percute, vous avez deux manières. Soit elle vous panique, donc c'est ce qui nous arrive souvent, elle nous sidère, elle nous panique. Si on n'arrive pas à comprendre que là, c'est ce qui est en train de se jouer, qu'est-ce qui se fait? On va encoder négativement. Ça va donner un état d'esprit négatif. Voilà, une représentation négative, un émotionnel négatif. Et donc, quand on est émotionnellement dans le négatif, dans le mental négatif, qu'est-ce qui se passe? J'ai mal. Voilà. Alors que si j'apprends à, quand ça me percute, oula, bon, ça me percute, ok. Je vois que ça me percutait. Je vois ma sidération. Je vois, voilà. Mais que je sais que c'est juste lié au fait de ma manière de percevoir et que je peux accueillir l'information, alors c'est différent. Parce que du coup, je ne cristallise plus. Voilà. C'est complexe. Hein. On peut penser, quand je vous parle comme ça, que finalement, je dis, oh, elle sort ça de son chapeau, là, pop, 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 pop. Tout est interconnecté, tout est lié, c'est très complexe. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il va falloir apprendre petit à petit. Et à un moment, le lien, c'est vous qui allez le faire entre tout ce que je viens de dire. Voilà. Mais déjà, si vous revoyez, vous aurez une autre lecture déjà. Il y a encore une question? Non, mais ça me fait penser à tous tes comportements et toutes tes causes-conséquences. Et en effet, si dans tel environnement, il se passe telle chose qui est encodée comme quelque chose de négatif, l'enfant ou la personne va peut-être avoir envie de s'extraire de ça et du coup fuir, alors qu'en fait, on va voir, enfin, nous, en tant que professionnels, des fois, on essaie de modifier ça en disant ah oui, ça a l'air d'être. Oui, mais si c'est pas le bon moment, vous ne pourrez pas entrer voilà. Parce que à partir du moment où la personne est en opposition frontale, elle ne vous entend plus. Voilà. Et même si elle vous parle elle ne vous entend plus. Donc ce n'est pas. Faut justement, en tant que professionnel, il faut repérer les moments où la personne va être demandeuse. C'est ce qu'on va apprendre, c'est que dans une relation, il faut qu'il y ait un intérêt. Voilà. Mais des deux parties. Mais nous, on s'en fout, on n'a pas besoin de vous pour vivre. Ah non, mais c'est ça aussi le problème. C'est que nous, on est vachement bien dans nos bouquins, dans nos centres d'intérêt. Ils aiment, c'est bien, ils n'aiment pas. Hein? Voilà. Il y avait une question de ce côté-là? Non? Par contre, oui, pardon. La réalité du terrain pour les accompagnements des enfants, c'est trouver déjà, après le diagnostic, etc., mais trouver les accompagnements adaptés en fait. Ah bon, on est bien d'accord. Parce que c'est le parcours du combattant. Je vais vous dire, moi qui propose un accompagnement, que j'ai mis beaucoup d'argent pour faire une certification et tout, aujourd'hui les AGFIP me disent Madame Fiquet, c'est génial, oh, c'est super votre truc et tout, ok, bon alors donc c'est bon, vous allez m'envoyer du monde et on va former les gens. Ah ouais, mais en fait votre problème c'est que vous êtes une petite structure, donc vous ne pouvez pas répondre à l'appel d'offres pour rentrer dans le catalogue des AGFIP. Ok, on fait comment alors? Ça veut dire que tout l'argent que j'ai mis, ça sert à rien, vous n'allez pas financer? Bah non, on ne peut pas financer parce que vous ne rentrez pas dans l'appel d'offres qui a été fait. Et de toute façon, même si vous rentriez dans l'appel d'offres qui a été fait, vous n'avez pas la structure adéquate pour répondre à l'appel d'offres. Vous voyez, voilà, Pôle emploi, une personne, HPI, TSA, RQTH,
On prouve qu'elle a besoin de cette formation pour, voilà, elle a des diplômes et tout, elle fait des burn-out sur burn-out, elle s'engueule avec tout le monde, voilà. Elle dit, ah oui, c'est ça qu'il me faut. On envoie tout, Pôle emploi dit, c'est du développement personnel. Ah, c'est pas du développement personnel, c'est de la formation en communication relationnelle qui va permettre à la personne d'obtenir des compétences qu'elle n'a pas aujourd'hui. Donc on est sur de la formation professionnelle. Ben, Pôle emploi refuse de nous rencontrer parce que nous ne sommes pas une structure qui répond aux appels d'offres. Donc voilà, moi si dans la salle il y a des professionnels qui peuvent nous aider, parce que nous on sait, voilà. Moi, mon rêve, c'est que la méthode soit devienne thérapie comportementale et qu'elle soit enseignée, parce qu'elle est très simple, très rapide, il n'y a pas besoin de 40 000 ans de formation, pour pouvoir, voilà, moi l'éducation nationale, j'ai l'infirmière qui m'appelle, qui me dit « Madame Fiquet, vous ne voudrez pas me faire une conférence auprès des profs ?» Je dis « Oui, bien sûr, je vais venir gratuitement. » Mais gratuitement, à un moment, il faut qu'on vive aussi les uns et les autres, quoi. Voilà, moi, dans ma vie, j'ai tellement eu de problèmes. J'ai que 100 trimestres. On m'annonce qu'il va falloir que je travaille jusqu'à 67 ans. Je suis diabétique. Où est-ce qu'on va? Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas si simple que ça, quoi. Des solutions, on en a. Des gens qui en ont besoin, on en a. Des gens qui ont envie, des professionnels de former, on a. Et on n'a pas les financements, on n'a pas l'accompagnement de l'État en face. Et quand vous rencontrez le secrétaire d'État, comme ça m'est arrivé, et je lui donne mon livre et que j'essaye, elle m'a dit poliment merci. Voilà. Donc je fais des masterclass que je mets en ligne, qui sont accessibles gratuitement, qui font avancer quand même la cause, voilà. Et j'espère qu'on va y arriver à le mettre, voilà, parce que je sais que là, on tient quelque chose de simple et qui peut aider les familles, les enfants, les adultes en errance de diagnostic, enfin, voilà, les professionnels à comprendre sur des principes qui sont très simples. Voilà. Okay. Je vous remercie parce que franchement, c'est vraiment agréable de faire cette conférence avec vous. J'ai senti toute l'attention que vous m'accordiez. Ça me fout des frissons. Et voilà.